comment faire des choses extraordinaires aux communs des mortels. Des gens ordinaires. Ouais. Ouais. Et j'aime beaucoup cette idée-là. Et puis en plus, tu t'es venu piquer ma curiosité avec l'auteur dont tu parlais. Comment il s'appelait le gars là déjà? Christian Lemoine. Christian Lemoine, que je connaissais pas. Donc ça a piqué ma curiosité. Et puis bah, c'est pour ça, bon, on s'est parlé la semaine dernière, mais j'ai trouvé la discussion tellement passionnante que je voulais qu'on en fasse profiter les autres. Ouais. Bah, écoute, avec Donc plaisir. on va parler de les cinq stratégies dont s'est inspiré Stéphane Brousse, hein, de l'auteur Monsieur Lemoine sur les cinq éléments pour faire des choses extraordinaires à des gens ordinaires. Alors, Stéphane, je ne sais pas si tu connais les éléments de la masterclass, mais avant de parler business, moi j'aime bien parler des êtres humains qui sont devant la caméra. Donc, avant d'être un professionnel de l'immobilier, puis tu vas nous brosser ton parcours dans quelques instants. Mais d'abord, le gars, Stéphane, t'es qui? Alors, moi, je suis. Alors, toi, tu te présentes comme un semi-marathonien. Ouais. Et alors, moi, je ne suis pas semi-marathonien, mais je vais être dans pas longtemps marathonien, a priori, parce que je vais participer au marathon de Lyon. Donc, Stéphane, c'est un père de famille qui a deux enfants de 13 et 14 ans, qui est avec la même femme depuis 22 ans, et qui est un Lyonnais pur souche, donc un bon vivant, qui apprécie les bonnes choses de la vie et qui s'est mis au sport un peu par la force des choses, parce qu'il fallait, pour des soucis de santé, aussi changer un peu d'hygiène de vie. Ok. Donc, et puis j'ai pris goût, un peu comme toi, et voilà. Et puis maintenant, je cours beaucoup, 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 et voilà, et ça me passionne, ça me passionne. Et puis au-delà de ça, d'un point de vue professionnel, moi j'ai plutôt démarré ma carrière dans le marketing, hein, parce que j'ai monté, je suis sorti de mes études de pub en fait, et puis j'ai monté mon studio graphique. J'avais raconté ça dans un post LinkedIn. J'avais monté mon studio graphique, j'avais 21 ans, donc j'allais arpenter les zones industrielles pour vendre des cartes de visite, tu vois, des plaquettes commerciales. J'ai Ouais. fait ça pendant 6-7 ans, et puis ensuite j'ai eu envie de faire autre chose, et c'est à ce moment-là que j'ai acheté la première maison avec la mère de mes enfants, avec ma femme. Et puis, j'ai eu affaire à des agents immobiliers à l'époque, hein, donc je te parle de ça Ouais. il y a 22 ans. Et je trouvais qu'ils n'étaient pas super bons, pas super réactifs. Je me disais, putain, les mecs, ils prennent 12 000 balles, j'ai l'impression qu'il ne faut pas grand-chose quand même. Ok. C'était un autre monde, hein, il y a 22 ans, ça s'est professionnalisé depuis, mais il y a 22 ans, c'était quand même pas terrible. Donc je me suis dit, tiens, il y a peut-être quelque chose à faire là-dedans. Donc voilà, et puis en cherchant un peu, je voulais m'installer pas trop loin où j'étais né, donc dans l'Ain, là, à Miribel, pas très loin de Lyon. Et j'ai monté une agence sous enseigne d'une franchise, parce que je voulais pas démarrer dans l'immobilier sans qu'on m'apporte le savoir-faire et y aller tout seul. Donc je me suis mis Ok. sous enseigne une franchise. Et puis voilà, j'ai fait ça pendant une petite dizaine d'années. Et puis j'ai revendu mes agences, j'en ai monté deux. J'ai revendu mes agences à un fou qui m'a mis un gros chèque sur la table, je n'ai pas pu dire non. J'étais un peu usé aussi, hein, on était à une époque, les mentalités ont changé, hein, on était à une époque où on nous disait il faut recruter et puis il faut monter les conseillers jusqu'à 200 000. Si le mec ne fait pas 200 000, c'est en gros c'est un blaireau, faut le dégager. Donc du coup, tu te retrouves souvent à pas avoir tout le monde n'est pas capable de faire 200 000, et donc il fallait avoir des petites équipes, mais très performantes. Donc, ça nécessitait d'avoir beaucoup de turnover. Et du coup, c'était un peu usant. Donc, j'étais arrivé à un stade où j'étais un peu usé au bout de 10 ans. Et je suis parti, donc j'ai vendu mes agences. J'ai fait un peu de promotion entre-temps. Je fais 2-3 lotissements en BFA. Et on m'a proposé un poste à la tête de réseau où j'étais franchisé comme consultant de la région Rhône-Alpes. Donc, D'accord. j'ai pris ce poste de consultant. Et puis, un an et demi après, on m'a proposé de monter au siège pour m'occuper de la diversification. La diversification, à l'époque, ça voulait dire s'occuper de tout ce qui n'était pas transaction dans l'ancien. Donc, c'était le neuf, la gestion locative, les partenariats bancaires, les partenariats dans le neuf, les assurances, etc. Enfin, bref, tout ce qui n'était pas le viager. Voilà, donc, de mettre tout ça en place dans le réseau. Et puis, 2 ans plus tard, changement de direction à la tête du réseau et on me nomme responsable de l'animation nationale du réseau. Et puis ensuite, de directeur des performances du réseau dans lequel j'étais, donc avec une dizaine de consultants et gérer 650 agences. Et voilà.
J'ai fait ça pendant 6 ans et ensuite je suis parti, pareil, un peu lassé. Ça faisait 16 ans que j'étais dans le même réseau, hein, à la fois à la tête du réseau et à la fois comme franchisé, donc j'avais envie de faire un peu autre chose. Et Ok. je me suis dit, on va proposer un autre réseau de franchise, d'être directeur réseau d'un autre réseau de franchise qui était un peu le cousin. Donc je me suis dit, bon, je ne vais pas apprendre grand-chose, c'est un peu de la redite. Et puis j'en avais marre de faire des allers-retours Paris-Lyon toute la semaine. Je n'avais pas vu beaucoup de mes gosses pendant 10 ans. Donc je me suis dit, bon, Ouais. je vais faire un peu, je vais retrouver quelque chose de différent, peut-être un peu plus dans un environnement un peu plus sympa. Et donc le réseau qu'on me proposait est un réseau plutôt de mandataires. Donc j'ai décidé de partir dans un réseau de mandataires qui lui était plutôt sur la côte. Donc ça me paraissait plus sympa d'être au bord de mer que d'être à Paris. Donc je suis parti Côte dans ce réseau au d'Azur? bord de mer. Quand tu parles de côte, Comment? c'est la Côte d'Azur? Alors c'était plutôt le Languedoc-Roussillon. D'accord, C'était ok. plutôt Donc, vers Montpellier. un petit 500 bornes quand même. Un petit 500 bornes, mais quand tu y allais, j'avais moins le. Toi, c'est pas Paris. Ok. C'est Voilà, vrai que donc Paris, ça j'y fera pas allais de avec. sens. Voilà. Donc Alors c'était le plus. challenge devait être intéressant pour aller dans cette autre direction et géographique et donc là sur réseau, donc un autre modèle économique et organisationnel, Ouais, c'est le mandataire. Et donc là, dans ce réseau ouais. de mandataires, tu faisais quoi? Et ben donc j'étais directeur du réseau, donc je D'accord. chapeautais les. Quand je suis arrivé, il y avait un peu moins de 1000 conseillers. J'en suis reparti, on avait 2400. Et Ok. je m'occupais avec mon équipe de consultants. Donc moi, j'avais à la fois le rôle de recruter les conseillers qui viennent chez nous. On en recrutait entre 100 et 150 par mois. Et puis ensuite, de les faire performer à travers mon équipe de consultants sur le terrain. J'avais 8 consultants qui organisaient des réunions tous les mois pour essayer de les faire progresser en formation, etc. Bon, voilà, c'est le principe d'un réseau de mandataires qui n'était Ouais. pas un mode de MLM, donc il n'y avait pas de tête de lignée, etc. Donc c'était vraiment Un individu qui produit, plutôt qui gagne le. avec ça. Voilà, il produit, il gagne, donc du coup, il y a pas de tête de lignée qui est là pour accompagner ses équipes. Donc c'était le travail des consultants, mes consultants sur le terrain, d'accompagner ces conseillers pour qu'ils fassent du chiffre d'affaires, de les former, de les animer tout au long de l'année. Voilà. Donc j'étais Ok, en charge de la ligne chiffre d'affaires du réseau. Voilà. good. De 1000 à 2400 en combien de temps? En 3 ans, on est passé de un peu moins de 1000 à 2400. D'accord. Quand on est arrivé, il y en a combien qui étaient en production? Ouais, tu sais, dans En les réseaux pourcentage, en mandataires, en pourcentage. général, Ouais. ouais, tu as entre 20 et 30% qui se produisent, réellement. D'accord. Et Ils 3 ans plus tard? Toujours pareil, Ok. toujours 20 à 30%, mais 20 à 30% de 2400, c'est pas 20 à 30% de 1000. Certes. Et alors, par exemple, ce 20 à 30%, est-ce qu'il y avait, par exemple, est-ce qu'ils avaient connu une croissance, par exemple, dans leur chiffre d'affaires versus 3 ans plus tôt? Ouais, alors après, on avait l'habitude d'analyser des conseillers sur trois catégories, les conseillers qui ont moins d'un an, les conseillers qui ont 1 à 2 ans et ceux qui ont plus de 2 ans. Alors évidemment, ceux qui avaient plus de 2 ans, on voyait leur chiffre d'affaires moyen augmenter. Alors le marché aidant et puis les outils qu'on a mis en place leur faciliter un peu le travail. On a un peu professionnalisé tout ça. Après, sur les moins de 1 an, c'était à peu près kiff-kiff avant que j'arrive. Et sur les 1 à 2, voilà, c'était un peu l'objectif parce que quand ils passent les 2 ans, tu sais qu'ils vont rester parce qu'en général, ils sortent. C'est comment ça marche à Najanco. Il faut qu'ils puissent toucher un peu de chômage le temps que ça démarre. Quand ils arrivent en bout de chômage, bah, soit ils font le choix de continuer, mais s'ils n'ont pas fait de chiffre, c'est compliqué. Soit ils décident d'arrêter. Donc le cap des 1 à 2 ans est un peu crucial pour nous parce que si tu n'arrives pas à les faire performer pour qu'ils arrivent à commencer à produire, tu sais qu'il ne passera pas la deuxième année, quoi. Ok. Donc, tout ce monde-là, 2000 enfin, on va dire, faire des comptes ronds, 2500 personnes, comment tu t'y prenais quelle était la philosophie dont tu t'inspirais pour faire des choses extraordinaires au commun des mortels, à des gens ordinaires? Alors, alors déjà, c'est plus difficile à faire dans un réseau de 2500 que de le faire dans une équipe de 20 ou 25 conseillers. Donc, c'est plus compliqué. Après, comment on fait? On essaye de mettre en place des lois, tu sais, la motivation. La motivation, parce que c'est le nerf de la guerre, hein, comme on arrive à Ouais. motiver les hommes. La motivation des hommes l'histoire humaine, elle est assez récente, hein, c'est à peu près les années 50. Hein, c'est Herzberg, c'est Maslow derrière. C'est des gens qui ont commencé à travailler sur comment
comment on peut se dire que, contrairement aux années 50 où tu as un management qui est un management à la Schlag, hein, c'est-à-dire on Ouais. considère que les gens, voilà, c'est ça, on considère que les gens font leur travail, mais qu'ils n'aiment pas leur travail, que leurs intérêts sont divergents des intérêts de l'entreprise. Donc en Ouais. fait, on ne cherche pas à leur donner de pouvoir, on ne cherche pas à leur déléguer des tâches, on ne cherche pas à les motiver, à les intéresser à leur travail. Et puis, ça a changé un peu avec Maslow, avec sa pyramide, puisqu'on finit par s'apercevoir quand même que les gens étaient motivés s'ils satisfaient un besoin supérieur qui leur est propre. Donc, du coup, si on essaye de leur faire atteindre leurs objectifs, ils finissent par y prendre du plaisir. Et puis, c'est arrivé après dans les années 80 avec un personnage qui s'appelle Christian Lemoine. Christian Lemoine, c'était une personne qui a monté une boîte qui s'appelle le Crécy. Alors lui, il est mort dans milieu des années 80, hein, après, mais il avait monté une boîte qui s'appelait le Crécy, qui avait 200 consultants. Et lui, son travail, c'était de faire de la motivation dans les entreprises pour faire plus de chiffre d'affaires aux commerciaux. Donc, il avait, avant de créer son entreprise, il avait analysé 192 personnalités, Ouais. des personnalités de tous bords, hein, que ce soit Alain Prost, alors on est dans les années 80, donc ces personnalités que je vais te sortir, c'est des personnalités de cette époque-là, hein, des Alain Prost, des Björn Borg, des Platini, jusqu'à Jeanne d'Arc, Einstein, enfin bref, il étudiait Ah ouais, ouais. 192 Mais personnalités. c'est quand même étonnant d'être capable de sortir ces références alors que toi et moi, on a 25 ans, c'est ça? C'est ça. Oh, je pense que quand même, Platini, Prost, ça parle un peu, mais si on veut prendre des exemples plus récents, ça marche aussi avec les sœurs Williams et puis leur père. On en reparlera après, mais on trouve ces exemples tout au long. Mais lui, dans ces années 80, il cherche à trouver la molécule du succès. Pourquoi ces gens étaient devenus des légendes dans leur domaine? Quel était Okay. leur dénominateur commun? Donc, il a passé 3 ans à étudier ces personnalités pour découvrir, tu sais quoi? Est-ce que tu sais ce qu'il a Non, je découvert? sais Eh bien, pas. rien. Il n'a rien découvert. Il n'a rien découvert parce qu'il a même découvert l'inverse. Il a découvert qu'aucun de ces stars, ces top dans leur domaine, n'avait aucune prédisposition pour l'activité dans laquelle ils devenaient des légendes, des stars. D'accord. Donc en fait, la seule chose qui s'était aperçue, c'est que chacun d'entre eux avait tous un tuteur, un parent, un prof, une personne qui un jour avait posé la main sur eux et qui avait appliqué 5 lois, toujours les mêmes. Okay. Voilà. Alors, autant de dire que ces 5 lois, elles sont très difficiles à mettre en place et que autant dire qu'on fabriquait tous des génies si on arrivait à les appliquer, hein, aussi bien dans notre famille que nos enfants que nos conseillers. Mais Alors, en tout cas, ceux qui... où on serait tous multimillionnaires ou tous médailles d'or Voilà, olympiques. exactement. Donc, c'est extrêmement difficile d'arriver à avoir ces 5 lois et à les appliquer au quotidien dans son cadre personnel, parce que ça marche avec ses enfants aussi, mais aussi dans son cadre professionnel avec ses équipes. Mais à l'inverse, autant te dire que plus on s'éloigne de ces lois, plus on fabrique des brels. Hein, D'accord. Okay. donc, il faut essayer. Donc, lui, il a posé ces 5 lois, et ces 5 lois, elles sont c'est d'abord la passion. D'accord. La première de ces lois, c'est la passion. Première loi, la passion. OK. La passion. Toutes ces grandes stars, tous ces légendes avaient tous au-dessus d'eux ce parent, ce tuteur, ce prof qui avait la passion de la matière dans laquelle ils sont devenus bons. D'accord. Ils étaient passionnés. Si tu prends par exemple le père d'Alain Prost, c'était un mécanicien hors pair. Et Alain Prost, c'était pas le plus grand coureur à l'époque face à Senna. C'était Senna le meilleur pilote. Mais lui, c'était le meilleur mécanicien. C'était celui qui réglait le mieux sa machine. Il était connu pour ça. Il avait une oreille de fou parce que son père était un passionné de mécanicien. Le père de Platini, Aldo Platini, qui était fan de football, qui un jour dans une interview Aldo Platini a dit, mon fils, j'ai su dès qu'il avait 3 ans qu'il a tapé dans une balle qu'il sera un champion. Alors, moi, quand mon fils il tape dans une balle, je ne me dis pas qu'il devient un champion, il tape dans une balle. Non plus. Platini, lui, il s'est dit ça. Voilà. Et puis, il lui a fabriqué un petit mur. Et puis, il lui a dit Michel, tu tapes la balle par-dessus le mur et tu la fais rentrer par la porte du garage. Et toute la journée, il exerçait son fils à faire passer le ballon par la porte du garage. Ce que je veux dire, c'est que ils sont tous devenus, ces gens-là, Borg, c'est pareil. Je pense à Borg. Borg, son père, il chronométrait les échanges contre le mur. D'accord. Il disait tape contre le mur et il chronométrait. Et Borg, il est connu pour être un grand champion, mais surtout un grand champion de fond de cours qui tenait des échanges qui duraient des heures et des heures pour faire le point. Okay. Donc, si tu veux, voilà. Donc, et Platini n'était pas le plus grand joueur, mais c'était l'un des meilleurs tireurs de coups francs du monde.
Donc, à chaque fois, il y avait quelqu'un, un tuteur, un parent, un prof, qui avait cette passion du sport, cette passion du métier, si on en revient à notre métier, cette passion du métier, cette passion des clients, cette passion de sa ville, parce qu'il faut être aussi un peu passionné de sa ville quand on exerce dans un quartier, sur une commune, dans un arrondissement, il faut être passionné de sa ville. Donc, ils avaient tous cette passion. Ok. Et passionné La des gens deuxième loi, aussi? Non? Passionné de comment? l'être humain, parce que l'être humain, c'est complexe et pour passer Ah oui, beaucoup de temps avec un être humain pour l'aider à se développer, je pense qu'il faut être aussi passionné de l'humain. tout à fait, tout à fait. Il faut être passionné d'être humain, tout à fait. Euh, mais la passion, déjà la passion de la personne qui pose la main sur vous et qui dit, toi, tu seras un champion. Voilà. Ok. La deuxième loi, elle est plus difficile parce que quand on est passionné, elle est difficile parce qu'elle est un peu en opposition avec les gens qui sont passionnés. Cette deuxième loi, c'est ce que j'appelle, enfin ce qu'il appelait, c'est pas moi qui l'ai nommé comme ça, c'est le coefficient d'exigence, initiale proche de zéro. C'est-à-dire ne rien attendre tout de suite, aucun résultat. C'est-à-dire Alors, cette capacité à ne avoir rien attendre, si, de la, donc, par la exemple, le personne. mentor ne doit rien attendre ou celui qui fait Ouais, ne doit rien attendre? non, le mentor ne doit rien attendre. Le mentor ne D'accord, doit rien ok. attendre tout de suite. C'est-à-dire ne pas mettre la pression sur les résultats, considérant que les résultats paralysent les compétences, d'accord, mais mettre une action très forte sur les actions. D'accord. Donc, c'était de capacité à avoir une patience infinie en se disant que, bah, et quand on est passionné, on ne peut pas faire ça. Parce que quand on est passionné, putain, je t'ai dit ça, putain, pourquoi tu ne le fais pas? Non, attendre, être patient. Par contre, avoir une pression très forte sur les actions. Combien tu as rencontré de gens aujourd'hui? Combien tu as fait de contacts? Combien tu as fait d'estimations? Combien tu as fait de posts sur les réseaux sociaux? Combien tu as distribué de flyers s'il y a encore des gens qui distribuent des flyers? Bref, combien les actions, les actions, les actions. Voilà, donc cette coefficient d'exigence initiale proche de zéro est très difficile à tenir quand on est passionné, parce qu'on a envie d'avoir des résultats, on a envie qu'il ait des résultats tout de suite. Donc, c'est Ouais, très difficile. alors, je t'interromps une seconde. Parce que Ouais, tu peux, par exemple, je sais pas moi, prenons un exemple simple. Tu te dis, je parle à 10 personnes. L'objectif, je parle à 10 personnes. ouais. Et que finalement, il ne faut pas avoir d'attente. Mm. Et si, par exemple, en face, la réalité, quand on vient dans le cadre d'un débriefing coaching, il y en a 5. Tu fais, non, c'est bon, j'ai lu la deuxième loi, il ne faut pas que j'ai d'attente. Hein. Tu fais quoi avec ça? Ça sera la cinquième. On y Ah, reviendra. d'accord, ok, Ça, bon. c'est la cinquième. Ça, c'est la cinquième. Pour l'instant, on met en place des actions, d'accord, et on n'attend rien tout de suite du collaborateur. D'accord. D'accord, ok. Tant que les actions sont faites. Et ça, on y reviendra sur la cinquième loi. D'accord. La Donc, dans la troisième cinquième loi, loi, tu nous parleras si les actions ne sont pas faites ou faites eh ouais, de façon eh partielle. ouais. Voilà, c'est ça. Ah, d'accord. La, la, la troisième loi, c'est cette capacité, l'applaudissement. Cette capacité à applaudir les choses positives et à minorer les choses négatives. C'est-à-dire que ceux qui fabriquent les bons managers, d'accord, ne se focalisent que sur les bonnes actions, que sur les bonnes choses. Cette capacité à prendre, comme disait l'autre, cette capacité à prendre son collaborateur en flagrant délit de succès. C'est-à-dire de mettre en avant les choses positives, ce qu'on appelle souvent communément la MP, hein, l'attitude mentale positive, c'est-à-dire de regarder ce qui est bien. D'accord. Je te donnais un exemple l'autre jour, tu vois, de la famille qui part en vacances avec les enfants derrière, et puis Ouais. au détour d'un virage, tu as la petite fille derrière qui dit Maman, maman, regarde, j'ai vu 2 chevals. Voilà. Et qu'est-ce que va dire la maman? Je te le donne en mille. Deux chevaux! Voilà, on dit 2 chevaux. Alors oui, on dit 2 chevaux, mais qu'est-ce qu'on s'en fiche? Là, pour le coup, la maman et l'enfant ne vont pas se comprendre. Il y en a un qui lui parle nature, elle lui répond grammaire. D'accord. Donc, cette capacité à lui dire Ok, super, c'est super, tu as vu 2 chevals. 2 chevals, ma chérie, on dit 2 chevaux, mais c'est super que tu aies vu 2 chevals. Parce que si on ne lui dit pas ça, je garantis que la prochaine fois, si elle croise un dinosaure, elle ne va pas te le dire. Ouais, Donc, ok. cette capacité à donner, tu vois, c'est les notes, mais nous, toi, tu as tes enfants, ils reviennent avec des notes de scolaire. Quand tu reçois Alors, ton disons bulletin, que, comme moi je suis au Canada, le système scolaire canadien, nord-américain, est très différent du ah, système d'accord, français. Donc, nous, on d'accord. est vraiment dans cette politique du c'est bien, de noter ce qui s'est bien passé, de focuser sur la croissance. Alors que moi, quand j'étais à l'école, bon, je n'ai pas ramené beaucoup de 18 sur 20, mais peut-être que si j'avais ramené un 18, je ne me serais pas pris sous les 2 points, mais souvent avec un 10 ou un 12, sur les bulletins, j'avais travail en deçà de ses possibilités ou définitivement on n'a rien branlé.
Tu vois, c'était plus proche de ça. Mais Ouais. dans ma scolarité, puis j'imagine qu'en 25 ans, tout n'a pas changé de façon à la diagonale opposée. C'est plus de relever le côté, bah, t'as pas bien fait ça. Non, mais oui, parce qu'après, on a deux cultures différentes. Toi, tu es maintenant dans une culture anglo-saxonne, on a une culture judéo-chrétienne. La culture anglo-saxonne, elle a tendance à plus se valoriser. Alors, parfois un peu à l'excès. Les Américains, c'est toujours un peu voilà, c'est Ouais. super, c'est super, c'est super. Bravo, bravo. C'est parfois un peu exagéré, mais ils ont tendance à mettre plutôt en avant les points positifs. Oui. Nous, les Européens, on est plutôt une culture judéo-chrétienne. Alors, on voit plutôt le côté négatif que le côté positif. Tu le vois bien quand, même moi le premier, quand mes enfants, le bulletin de notes arrive et que je vois 17 en maths, 18 en anglais et 4 en histoire géo, la première chose que je lui dis, c'est quoi ce 4 en géo? Ben non, putain, c'est super, tu as 16 ans en maths, c'est super, tu as 18 en anglais. Et si tu commences à discuter pendant 10 minutes sur ces deux super notes, il va y venir tout seul au 4 en histoire géo. Ouais. Alors, donc, parce qu'il sait, et là tu lui dis, bah, super, tu as vu que tu as eu un 4, bah, donc qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que tu passes de 4 à 8? Comment tu as fait pour arriver à 16? Comment on peut faire la même chose sur ton histoire géo qui était à 4 pour qu'on essaye de passer à 8? Toi, cette capacité à essayer de mettre du positif dans les choses. Ok. Parce qu'on n'est pas là ni pour enfoncer la tête de nos enfants, ni pour enfoncer la tête de nos collaborateurs qui parfois se noient dans ce métier. Donc on est là pour les tirer vers le haut. Donc il faut positiver les choses. Donc c'est cette capacité à applaudir dans la réunion. Toi, je voyais une de tes vidéos là, quand on Ouais. fait des réunions hebdomadaires, la première des choses dans un début de réunion, c'est d'applaudir les bonnes choses, les bonnes actions, Ouais, les les bons bons coups. résultats, quelque chose de positif à donner à un collaborateur ou à deux collaborateurs qui ont fait quelque chose de bien et le dire. Mhm. Voilà, donc il ne faut pas hésiter. C'est Bah, pas toujours facile. de faire monter le niveau d'énergie et de l'individu du collectif. Voilà, c'est ça. La quatrième chose, mais ça va te paraître une évidence, toi qui es un grand formateur, c'est la formation. Tous ces grands champions, ces 192 personnalités, ils ont travaillé leurs gestes et retravaillé et retravaillé et retravaillé les gestes des centaines, des milliers de fois. Donc cette capacité à l'ébéniste, quand on devient ébéniste, on retravaille le même geste pendant 1000 fois. Et dans notre métier, c'est pareil. Quand tu vas faire présenter tes services, bah, tu le présentes une fois, ça va pas être terrible. Tu le présentes deux fois, trois fois, quatre fois. Si tu prends un discours avec un client, une fois que tu l'as travaillé une fois, deux fois, 10 fois, tu l'améliores, tu deviens de plus en plus meilleur. Bon, c'est la même chose. C'est cette capacité aussi à former constamment ses collaborateurs pour les tirer vers le haut et leur apprendre de plus en plus de choses. Donc, réunion du matin, Mhm. réunion hebdo. Après, la partie félicitations, c'est aussi un point de réunion, un point de formation sur un sujet qui peut, que tu trouves pertinent ou que tu as détecté dans une réunion précédente où tu avais un petit défaut, mais tu as constaté que ça pêchait sur le sujet, mais avoir ce point de réunion constamment avec ses collaborateurs pour essayer de les tirer vers le haut professionnellement pour qu'ils s'améliorent sans cesse, sans Ouais, cesse. Et, sur la transmission d'un savoir. Mais il y a deux choses que j'aime bien moi sur cette notion d'apprendre. La première, c'est qu'il paraît qu'il faut 10 000 heures de pratique pour être un maître Jedi ouais, dans un domaine. ouais, Et beaucoup plus concrètement, bon, toi, tu es un king à la guitare, là. Moi, je m'inspire, mais j'ai encore du boulot. Mais c'est Santana qui disait que donc, une corde, il y a 6 cordes. Et ça prend ouais, 10 ans par corde pour bien jouer. ouais, Il disait, ouais, ah, incroyable quand même. ouais. Non, mais il n'y a pas de mystère. La répétition des gestes, la répétition des choses fait qu'on finit par s'améliorer et par, comment dire, après, c'est les étapes de l'apprentissage, hein, je ne vais pas te le faire, c'est passer de incompétent à inconscient, à incompétent conscient et conscient compétent. Ouais. Donc tout ça, ça nécessite beaucoup de travail et beaucoup se découragent en route d'ailleurs parce qu'on a du mal il faut constamment motiver les gens pour arriver à ce qu'ils continuent à travailler leurs gestes du quotidien. Ouais. Mais Bah, voilà, par rapport à ça, moi, je me suis rendu compte qu'en fait, si les gens ils s'imaginent que c'est ça qui va se passer là, mais en fait, on est plus sur quelque chose au départ, ça bouge pas, ça bouge pas, ça bouge pas, ça bouge pas, et puis à un moment donné, il y a quelque chose d'exponentiel. Mais ne ouais, voyant pas, je dirais, les résultats immédiats, il y en a beaucoup, c'est vrai qu'ils se découragent. Tu sais, c'est comme le bambou. ouais, Le bambou là, qui pousse en souterrain, là, mais pendant des semaines, des mois, des mois. Et puis après, il va grandir de plusieurs mètres par jour. Mais c'est clair qu'on peut avoir vite fait de se décourager ne voyant pas de résultats dans un premier temps. ouais. Mais il y a quelque Oui, chose, oui, des racines qui sont en train de se tisser. il faut apprendre faut apprendre le temps long, surtout dans notre métier où il y a les cycles de vente sont longs.
On ne vend pas des choses tous les jours. Enfin, on vend pas toutes les choses tous les jours. C'est pas un produit courant, c'est pas un produit de Ouais. consommation, l'achat immobilier. Donc, c'est des cycles longs. Donc, c'est un travail de fond que souvent les gens, les conseillers qui rentrent dans ce métier n'appréhendent pas beaucoup parce que c'est facile. On va ouvrir des portes, on va faire des ventes et ça va être simple. Non, il y a un travail de fond qui nécessite de longs mois d'apprentissage, de travail au quotidien. Mais c'est un métier au long cours. C'est pas un métier je ne connais pas beaucoup de gens, en tout cas, je n'avais pas croisé beaucoup qui, à la fin de la première année, faisaient tous des chiffres exceptionnels. Ça arrive, hein, évidemment, il faut des exceptions à tout, mais enfin, la grande Oui. majorité, c'est pas ça. Non. Sauf avoir un réseau relationnel de malades, mais n'empêche que beaucoup, il faut du travail, de la régularité et les former constamment. Et puis surtout, accentuer sur les points forts, parce qu'il y a des collaborateurs, des conseillers, dans la vie quotidienne, n'importe qui, il y a des choses qu'on aime moins que d'autres. Ouais. J'ai des collaborateurs qui n'aiment pas faire du porte-à-porte. Ça les gonfle, ils n'aiment pas ça, ils ne sont pas bons. Donc, c'est pas la peine que je les pousse à faire un truc qui ne sont pas bons. Par contre, ils sont très bons au téléphone. Donc, je les pousse plutôt à continuer à faire plus de téléphone, à les perfectionner dans cette technique plutôt que d'aller faire quelque chose qu'ils n'aiment pas faire. Parce qu'on peut amplifier des points forts à l'infini. Par contre, on n'arrive pas à pousser quelqu'un qui ne veut pas faire quelque chose. Voilà, quand ça nous emmerde, ça nous emmerde. Donc, faut se regarder ses points positifs là où on est bon, et puis essayer d'amplifier ça. Enfin, c'est le travail du manager, essayer d'amplifier ses points forts, parce que la plupart du temps, on veut tout faire à un collaborateur, mais il Ouais. n'est pas bon dans tout. Il est pas Non, bon ben, dans tout. je te dirais par rapport à ça, là, parce que vraiment, j'y suis confronté régulièrement aussi. C'est d'abord, d'arriver à l'identifier, identifier les points forts. Et puis, d'un côté, il y a les points forts, mais aussi il y a les points faibles. Et puis après, cette connaissance de soi, c'est un peu comme un décès. D'abord, il y a la période de deuil. Ouais. Dans le deuil, il y a l'acceptation. Parce que j'en ai vu plein là, quand on fait des exercices ou des tests de personnalité ou force-faiblesse. Il y en a qui sont en rejet en bloc, Mm. qui sont dans le déni. Puis après, tu ne peux pas te mettre les gens à dos. Hein, chacun a besoin d'un temps de digestion. Mais j'en ai vu péter des câbles en disant mais jamais de la vie je suis colérique. Non, c'est vrai, tu as raison, jamais de la vie tu es colérique. C'est clair. et, et vraiment, c'est un point très essentiel. Et probablement, en tout cas, il y a beaucoup de choses ultra pertinentes hein, depuis le début. Mais pour moi, en tout cas, de mon point de vue, un des premiers, c'est justement d'aller travailler sur identifier, accepter et développer les forces. Parce qu'à partir de là, on peut faire tout le reste. Hein. Voilà. Et donc arrive la phase où, en général, on me dit, mais alors c'est gentil, c'est le monde de oui-oui, c'est les schtroumpfs, mais à quel moment on va leur mettre des tartes dans la gueule quand même à ces conseillers quand ils bossent pas. Voilà, pas de tartes dans la gueule à un conseiller. Alors, mais effectivement, il y a cette cinquième loi et qui là va cadrer un peu les choses, c'est ce qu'on appelle la sanction fulgurante du hors-jeu. Pourquoi fulgurante? Parce qu'elle doit être immédiate. Hein. Ouais. Et la sanction fulgurante du hors-jeu, pour qu'il y ait une sanction fulgurante du hors-jeu, il faut déjà qu'il y ait un jeu. Il faut qu'il y ait des règles du jeu. Ouais. Alors, Okay. quand je dis, et ça revient à la remarque que nous disait tout à l'heure, s'il ne fait pas ses actions, bah il est hors jeu. Si on a défini dans son entreprise, avec son équipe, dans son équipe, dans son agence, on définit un cadre de jeu, effectivement, c'est plus facile de sanctionner. Moi, je prends souvent l'exemple des footballeurs. Bon, c'est un footballeur, même un footballeur, il sait qu'on ne passe pas derrière la cage pour aller marquer un but. Pourtant, son objectif, c'est bien d'aller marquer de but. Donc, il sait bien qu'il y a des règles. D'accord. Il faut qu'on ait une agence, il y a des règles aussi, avec son équipe, il y a des règles, on fixe des règles. Alors les règles, c'est des sanctions de hors-jeu, il peut y en avoir deux sortes. Il y a des sanctions, ce qu'on appelle comportementales et missionnelles. Alors la mission, c'est présenter tes services, c'est faire une estimation comme on a dit qu'on la faisait, et pas au doigt mouillé. C'est justement quand je donne un plan d'action, c'est de s'y tenir. Donc faire le nombre de contacts que j'ai demandé, c'est s'y tenir. C'est présenter, c'est faire toute la méthode qu'on préconise, enfin, suivant les réseaux où on est, hein, chacun travaille comme il veut, mais en tout cas, ce qu'on veut préconiser et insuffler à ses collaborateurs, c'est qu'ils soient appliqués pour les clients finaux. Donc Ouais. ça, c'est ce qu'on appelle les hors-jeux missionnels. Et puis, tu as les hors-jeux comportementaux. C'est la tenue, c'est les retards, c'est la manière de s'adresser aux clients, le respect vis-à-vis des autres collaborateurs, voilà, la bonne entente. Tout ça,
Et souvent, c'est souvent pas, il y a souvent pas de sanctions. Moi, j'ai entendu je sais pas combien de fois de managers me dire, lui, il arrive en retard, je vais le virer, machin. Je dis, non, tu virais sous quelle base ou quoi? Tu as dit à un moment qu'il fallait pas arriver en retard, c'est écrit quelque part, tu as fait un règlement, tu as fait une charte avec tes collaborateurs que tu fais évoluer avec eux en disant, bon, bah, peut-être 9h30, c'est peut-être pas terrible, on fait plutôt à 10h la réunion parce qu'il y a souvent des gens en retard. En tout cas, c'est un règlement qui doit te permettre de justement se dire qu'on a un cadre. D'accord. Ouais. Le cadre, c'est Alors, ce que je définis. quand il y a des règles du jeu, qu'il y a un cadre, mais quand tu parles de sanctions, on parle de quoi? Ah, bah ça, chacun après les définit, ces sanctions. Ça, chacun après les définit. Parce que si par exemple, voilà, la réunion elle est à 9h et puis je sais pas moi, ça va durer 1 heure et puis il y a une pause. Ok, bon, bah tu arrives en retard, tu rentres à la pause ou si tu arrives en retard, tu rentres pas du tout. Ouais. Euh, ça peut être ça peut être un point. Mais il y a un truc par exemple là qui vient comme chauffer mon oreille, donc je préfère clarifier. Imagine, là, tu as un collaborateur, là, l'objectif, c'était d'avoir, je sais pas moi, de rencontrer 15 nouvelles personnes, 10 nouvelles personnes, peu importe le nombre. Ouais. Que, par exemple, il est à 50% des objectifs d'action. Ouais. Qu'est-ce que tu veux, ramener au concept de cet auteur, qu'est-ce que tu veux caler comme Non, sanction? mais là, non, mais tu peux pas mettre tu peux pas mettre des sanctions. Je te dis une bêtise d'ailleurs. Tu peux pas mettre des sanctions sur des actions. Tu peux mettre des sanctions, il se les fait lui-même parce que c'est son salaire derrière. S'il Ouais, fait pas, s'il fait pas, tu peux pas mettre ça. C'est pas des sanctions que tu peux mettre dans un règlement. Vous faites déjà parce que la plupart des conseillers immobiliers en France sont des agents commerciaux, donc on leur dit pas ce qu'ils doivent faire. Ils le font. On doit les motiver à le faire, mais on peut pas ouais. leur donner des ordres. Donc tu peux pas sur les actions, tu peux pas faire. Par contre, tu peux essayer de comprendre pourquoi il les a pas fait. Parce qu'il y a Mhm. forcément une raison. Soit il n'a pas eu envie, soit il ne s'est pas levé le matin, soit il n'arrive pas à le faire, il y a quelque chose qui bloque. Enfin, essayer de comprendre pourquoi. Mais c'est pas, là, tu ne peux pas le sanctionner. Ce que tu peux sanctionner, c'est la réunion du matin, c'est le fait qu'il ne fasse pas un ECM, c'est le fait qu'il ait mal parlé à un client au téléphone. Il y a D'accord. plein de choses sur lesquelles tu peux sanctionner. Et là, la sanction, bon, la réunion du matin, effectivement, il rentre à la pause, voire il n'y a pas de réunion. Ou la prochaine formation, tu n'y seras pas. Ou D'accord. on va faire une réunion d'équipe, on fait un challenge, bah, tu ne seras pas dans le challenge. Toi, tu as triché au dernier challenge, bah, tu ne seras pas dans le prochain. Mais tout ça, il faut l'écrire. Toi, ça ne sort pas comme ça du Ouais, jour au ouais, lendemain. ouais. Il faut définir des règles. Je ne sais pas, on va faire une team building avec l'équipe, bah, tu ne viendras pas à la prochaine team building. Ça fait 2 fois que tu ne viens pas à la réunion, tu n'es pas à la team building. Terminé. Mais si c'est écrit, hein, bah, que je D'accord. disais, Ouais, ouais, tout à tu fais fait. signer un contrat d'agent co, il y a toujours une charte qui est à côté du contrat qu'on explique, hein, parce qu'il faut Mhm. qu'il y ait il y a une vie d'équipe, il y a la vie de l'équipe, et puis il y a aussi la relation avec les clients, la relation avec les clients, elle est déterminante aussi pour lui, et puis aussi pour la marque ou pour le réseau pour lequel tu travailles. Donc, Bien il faut que sûr. Et puis ça vient toucher à tout le domaine de la culture d'entreprise. Oui, c'est ça. Ouais, C'est c'est ça. quelle va être je dirais la ligne directrice, qu'est-ce qui va guider nos actions et nos Mm. décisions Mm. en fonction d'un certain nombre de choses qui sont importantes pour nous, groupe collectif d'hommes et de femmes dans cette mission. Ok. Ouais. Mais après, tu sais, les règles, c'est aussi, ça peut être aussi les règles du jeu. Quand il y a des collaborateurs, ça arrive, hein, tous les ans, hein, des collaborateurs qui partent en vacances. Ouais. Alors, et puis, il y en a, je sais pas, je donne un exemple, il y en a un qui est allé faire une visite sur l'autre, et puis il lui a vendu son mandat, il veut pas partager la com. Enfin, il y a des histoires de rétrocession de commission entre eux qui compliquent les choses. Donc, si tu fixes pas des règles pour dire, bah, quoi, quand tu es en vacances, bah, s'il y en a un qui fait la visite, est-ce que tu es d'accord pour partager? Parce qu'ici, on travaille comme ça. Mhm. Si, je sais pas moi, si tu vas prendre un mandat qui n'est pas sur ton secteur, sur le secteur de l'autre, enfin, toutes les problématiques que peut rencontrer un conseiller tout au long de sa vie, et puis on en connaît plein, donc tu essaies déjà Oui, d'en oui, mettre un oui. certain nombre. Et puis il y en a des nouvelles qui vont arriver, qu'elle t'aura pas pensé. Et ben, tu essayes dans une réunion hebdo de dire voilà, on a eu cette problématique, on l'a réglée, n'empêche qu'il faudrait qu'on le mette dans notre charte interne. Voilà, comment on la met, est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on le mette comme ça? Et surtout la faire accepter, parce qu'une charte imposée, ça sert à rien, il faut qu'elle soit acceptée par les autres, Ah, par puis tout le mais monde. c'est comme les objectifs. Parce qu'il y a un deuxième truc qui m'avait chauffé l'oreille, mais on va clarifier un part. T'as pas fait le nombre de trucs que je t'ai dit de faire. Ouais. Ça marche pas. Pourquoi? Non. Parce que Pourquoi tu l'as fait? on ne peut pas imposer des objectifs à des êtres humains. Non. Faut Non. faire. Bah, tu fais naître la passion, même si ça vient selon la règle numéro un, la loi numéro un, c'est le Jedi, enfin le maître Jedi, le maître Yoda.
qui est passionné, mais il faut que aussi que le mentoré, je dirais, le Jedi soit également passionné Ouais, et qu'il y ait ce désir d'accomplir quelque chose, ce désir d'atteindre un objectif. Et, mais justement, moi, c'est vraiment un élément sur lequel j'aimerais bien qu'on revienne. La passion. mm, On a dans les règles de cet auteur, on parlait de la passion finalement du mentor. mm. Euh, Comment toi tu fais? Ça serait quoi tes deux, trois trucs? Ou pour faire renaître la passion pour toi, tu sais, parce qu'il y a des fois, en tant que leader de nos entreprises, etc., on peut prendre un coup de mou, hein. Mm. Et on peut avoir aussi des collaborateurs ou des associés ou des partenaires qui ont également un coup de mou. Comment faire renaître la passion? Comment faire renaître la motivation? Et je te pose la question sur l'ensemble parce que cet élément-là, il revient dans beaucoup de discussions que j'ai avec pas mal de monde. Alors, tout ça, dans tout cycle de vie, et dans, le cycle dans une entreprise aussi, il y a toujours trois cycles. Tu as un cycle de ce qu'on appelle le cycle de la phase, ce qu'on appelle la phase pionnière, c'est-à-dire la phase où on démarre, celle où je suis en ce moment avec Sherlock, hein, c'est-à-dire c'est la phase de 1 à 2 ans, donc c'est en gros tout est un peu désorganisé, il n'y a pas de toit, il n'y a pas de fenêtre, mais il y a une chaudière à neutrons et ça envoie du bois. Voilà, Ok. donc ça c'est la phase pionnière où on y va, on est passionné, etc. Ça envoie. Ensuite, tu as une phase de ce qu'on appelle de croissance accélérée, où ça commence à produire un peu, il va falloir que tu organises un peu ton bordel, parce que ça part un peu dans tous les sens, tu commences à construire une équipe, tu as des mecs qui produisent, donc puis après tu as ce qu'on appelle la phase d'hypercroissance, merde, j'ai bouffé le nom, Le plot. la phase, ouais, c'est une phase de maturité qui est à 5-10 ans, et là, bon, bah, tu commences un peu à t'ennuyer. Et donc, le seul moyen, et c'est d'autant dans cette troisième phase en général que ces 5 lois de la motivation que je viens de dire marchent le mieux, c'est de se remettre en projet. Pour répondre à ta question, c'est de trouver un nouveau projet, c'est-à-dire d'embarquer ton équipe dans un projet à 5 ans. C'est-à-dire où on sera dans 5 ans et d'emmener les mecs avec toi. Toi, je prends souvent l'exemple, je prends l'exemple un vieil exemple d'un président américain qui aimait beaucoup les décapotables. Bon, ça ne lui a pas réussi. D'accord. Qui un jour, qui a, qui En un jour, 62. qui un jour va voir son équipe d'ingénieurs de la NASA et qui leur dit alors les gars, moi, il est hors de question que ce soit les Russes qui posent le drapeau sur la Lune, ça sera nous qui les posons en premier. Et là, tu as tous les ingénieurs qui sont comme ça, tout tremblotant. Il y a même, Monsieur le Président, on n'a pas le fuselage, on n'a pas les fusées, on n'a pas même si on avait le fuselage, on ne sait pas faire les moteurs, machin, c'est pas possible. Je vous dis, dans 5 ans, on sera les premiers sur la Lune. Et ils posent un projet. Ok. Et 5 ans plus tard, tu as Apollo 1. D'accord. Mhm. Ensuite, ils savent faire. Et là, ils lancent un programme qui s'appelle Apollo 2. Alors, et Apollo 2 se pète la gueule. Parce qu'on ne manage pas des gens au programme, on manage des gens au projet. Donc, il faut les emmener sur un. Attends, un programme, c'est un truc qui est bien défini. On va faire 50 000 euros de chiffre l'année prochaine, les gars. Maintenant, on a fait 50, on va faire 60. Ça, c'est un programme, c'est un plan d'action, c'est un objectif financier, mais ce n'est pas un projet. Un projet, c'est où je veux emmener mon équipe dans 5 ans. On sera l'équipe qui aura la plus grosse part de marché, on aura le meilleur service client, on sera les plus beaux, on aura la meilleure page de réseaux sociaux avec le plus grand nombre de fans. J'en sais rien, je te dis n'importe quoi, hein, mais n'empêche, où on sera dans 5 ans. Ça me fait penser à une idée. C'est que si tu veux donner le goût à des gens de construire un bateau, leur transmets pas les techniques, donne-leur le goût de prendre la mer. Exactement. Exactement. Très bon exemple. Exactement. Donc, c'est poser un projet. Et souvent, dans cette. Et ça arrive, hein, mais moi, ça m'est arrivé aussi. Puis plein de gens, quand tu commences à avoir 6, 7 ans, 8 ans d'immobilier, voilà, ça ronronne un peu. Bon, tu commences un peu à t'emmerder. Donc, tu as Ouais. envie de te remettre. Et puis, ça se sent. Et puis, tes équipes, ça se sent. Et puis, toi, les collaborateurs qui avaient il y a 2, 3 ans, ils ont même ouvert une agence en face de toi, où ils sont mis à leur compte. Donc, ils commencent un peu à te taquiner en plus. Bon, voilà. Donc, tu commences un peu à être fatigué. Il faut se remettre en projet. Donc, et c'est pas toujours facile, hein, parce qu'il y a beaucoup qui arrêtent, qui changent de métier, qui revendent leur agence, qui font autre chose. Mais cette capacité à se remettre en projet, c'est difficile, mais il n'y a que ça qui peut ramener les équipes et remettre de la passion dans l'équipe. D'accord. Hmm. Se remettre en projet. Voilà ce que je peux te dire. Moi, c'est ce qui m'est arrivé, hein, tu vois, plusieurs fois d'ailleurs. Les agences au début, et puis
mes postes au national. Et puis Ouais. maintenant, Sherlock a un nouveau projet. Et peut-être dans 5 ans, j'en aurai marre, 6 ans, parce que j'aurai envie de faire Peut-être. autre chose. Mais là, pour l'instant, je suis dans cette phase pionnière. Donc, tout est excitant. C'est la chaudière à neutrons, quoi. Tu vois, Ah ouais, non, mais je vois très, je pense arriver à bien imaginer. Euh, Moi, j'ai toujours cette image en tête sur justement sur de faire naître le désir de réallumer quelque chose. Parce que j'ai vécu longtemps une grosse frustration par rapport à un concept qui s'appelle le Big Why. Ouais. Tu sais, la grande motivation. Et puis, j'étais là, j'avais beau faire les exercices, etc. Je fais, merde, je trouve pas un truc énorme, là, tu sais, j'ai pas le goût d'aller sur la Lune, là, avec une chaudière à neutrons, là, tu sais. Et puis, donc, finalement, tu es, là, en gros, si le gros objectif, ça serait, je sais pas, de vouloir enflammer un chêne avec un briquet. Tu vois, ça Ouais. serait ça l'idée. C'est en gros, tu as un briquet, tu sais pas trop ce que tu as envie, mais il faut que tu trouves un chêne là, c'est le big why, il faut que tu l'allumes avec ça. Et j'ai jamais réussi à trouver le chêne. Par contre, j'avais le briquet. Et, et au fur et à mesure de ces réflexions, j'ai trouvé des petits trucs qui me faisaient kiffer, des petites brindilles. Tu Mm. sais, alors Mm. avec mon briquet, j'allume une brindille et tout, puis ça me fait kiffer, puis j'allume une deuxième brindille, une troisième, et puis après, tu sais, un petit tas de brindilles qui brûlent, et puis un petit bosquet, et puis au fur et à mesure, bah, j'ai réussi à l'ensemble des brindilles, c'est devenu un chêne, et Mm. mon chêne brûlait d'une énergie, d'une passion incroyable. Et en fait, tu sais, parce que en fait, toi, tu as une vision et moi, je suis carrément à l'inverse. C'est marrant, je viens de réaliser ça. Toi, tu es sur la vision à 5 ans, ok, une vision à 5 ans. Et moi, je serais plus, mais qu'est-ce qui te fait kiffer là maintenant? Tu vois? Et que Bah, c'est mon, à c'est mon force de projet. faire ce petit truc Ah qui bah, fait kiffer maintenant, bah, tu bah, ce qui essaies te de fait, alimenter un truc pour 5 ans. Bah, après, ce qui te fait kiffer, c'est le projet. Encore une fois, moi, nous, on a monté Sherlock parce qu'on avait un projet de faire quelque chose qui nous plaisait, dans la manière dont on l'a fait, particulièrement pour, voilà, on l'a fait comme on l'a voulu. C'est un peu ambitieux, etc. Mais n'empêche que c'est un projet différent de ce que j'avais fait, et du coup, Ouais, bah, c'est stimulant parce que ça t'emmène loin. Et puis, tu te fais pas un projet juste pour une année, donc tu te projettes forcément un petit peu en te disant, dans 5 ans, j'aimerais bien on soit là. Voilà. Si on est ouais. là, je me dis, putain, je suis content. Voilà. On sera content. Mais bon, Et, et avec tout ce qui va se passer entre maintenant et 5 ans, il y a d'autres moments où tu vas être content? Entre-temps? Ah oui, bah après, oui, mais après, tout ça est jalonné d'étapes. Oui, après, Bah, tu te fixes un peu des. c'est là-dessus que je veux t'emmener, quoi. Parce que si on doit attendre 5 ans pour kiffer, merde, putain, c'est long. Ah non, 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 c'est pas pour kiffer, c'est se donner un objectif, c'est où je veux être dans 5 ans et comment j'y vais. Donc là, pour Ouais, l'instant, tu as fixé un objectif à 5 ans, je sais le chemin pour y aller, donc maintenant, tu es sur le chemin et tu y vas. Donc ouais, voilà, donc après, avec des étapes au fur et à mesure, en espérant les franchir à chaque fois, ben, voilà, tu as un cap, tu sais où aller. Même ouais, navigateur, tu parlais de bateau tout à l'heure, il a un cap. Il ne ouais. navigue pas comme ça à vue. Il sait qu'il va aux États-Unis où il fait le tour de la Terre. Enfin bref, il se fixe un cap. Donc il faut une entreprise, mais une équipe, un manager dans un réseau de mandataires, peu importe. Quand tu manages une équipe, tu essayes de les emmener quelque part. Les gars, on sera la plus belle équipe, on aura le plus beau service, on aura X collaborateurs ici qui seront avec le meilleur service client, avec la meilleure part de marché, avec je ne sais quoi. Après, chacun le trouve son objectif, avec quelque chose de différent qui me fait kiffer. Voilà, chacun le voit comme il l'entend. Ouais, Mais puis en tout cas, il faut bien se fixer un moment. Voilà, sinon tu sais pas où tu vas. Et puis se dire cette année, voilà, juste se dire l'année prochaine, on a fait 300 000 euros de chiffre, l'année prochaine on fait 350 ou 400. Ça motive personne, ça. non, c'est clair que non. C'est Ça clair, c'est n'intéresse non. personne. Eh ben alors, mot de la fin pour toi. Mot de Dans la 5 fin. ans, dans 5 ans, Ouais. t'es où? Ah, dans 5 ans, j'espère qu'on sera toujours là. Normalement, on sera toujours là, Ouais. avec un peu plus encore plus de collaborateurs qu'on a, et puis plus une application qui sera un peu plus connue que ce qu'on a, parce qu'elle est un peu récente, avec des services et une manière de fonctionner, avec un immobilier plus juste,
puisque c'est comme ça qu'on l'a Ok. conçu, et qu'on ait bien compris ce que c'était pour nous l'immobilier en plus juste, à la fois pour nos conseillers, pour nos agents et à la fois pour le client final. Voilà, Deux, trois c'est dans ça exemples, que l'entreprise a deux, bien trois compris. exemples d'un immobilier plus juste, selon Stéphane Brousse, hein. Ça ressemble à quoi? L'immobilier plus juste, bah, pour nos agences, c'est l'accompagnement et la formation qu'on leur met à disposition. Donc, c'est d'être plus juste dans l'intégration, dans le onboarding et dans l'accompagnement, puisque chacun de nos conseillers, il a un coach personnel qui l'accompagne sur le terrain pendant toutes les phases de son démarrage jusqu'à qu'il devienne autonome, jusqu'à l'autonomisation complète. On l'équipe avec tous les outils pour démarrer, considérant que quand on est conseiller indépendant, souvent c'est un peu difficile d'acheter une caméra pour faire des visites virtuelles, d'avoir un iPad, une sacoche, bref, tout ce qu'il faut pour bien travailler. Nous, on essaye de les équiper dès le début pour qu'ils aient tout ce qu'il faut pour travailler correctement. Ok. De leur mettre un espace de coworking, parce que ici, c'est pas une agence immobilière, c'est plus un espace de coworking dans lequel ils peuvent venir bosser. Il y a une cuisine, il y a une grosse télé là où je te vois en très gros, Ouais. voilà, où ils peuvent se détendre et puis en même temps bosser s'ils ont envie. Il y a des endroits pour ça qui est ouvert tout le temps. Voilà, donc pour nos conseillers, c'est ça. Pour nos clients, et puis la rémunération, parce qu'on a essayé de faire une rémunération juste, puisqu'au-delà de 100 000 euros de chiffre d'affaires, on leur reverse 100% des honoraires, parce qu'on considère qu'au-delà d'un conseiller qui fait plus de 100 000, il a moins besoin de nous solliciter, il maîtrise le métier, donc je ne vois pas pourquoi j'irais lui prendre de pognon alors qu'il a plus besoin de nous la plupart du temps. Et puis pour les clients finaux, bah, on a fait des honoraires fixes, un forfait, et puis on l'a partagé parce que moi, j'estime qu'on apporte autant de services, et d'ailleurs, on apporte autant de services à un propriétaire vendeur, à la fois dans la communication et puis à la post-vente, et puis aux acquéreurs. Donc, on a partagé les honoraires et chacun paye la même rémunération pour ne pas tout faire porter à l'un, 80% du temps en France, Ouais. 90% du temps en France, ou 100% à l'autre. Hmm. Parce que si on apporte des services à l'un ou à l'autre, il n'y a pas de raison qu'on supporte la charge des honoraires uniquement à l'un. Ouais, j'aime ça. J'aime ça. Toute cet espace de culture d'entreprise, où est-ce qu'on peut voir ça? Sherlock, c'est quoi l'adresse du site web? Sherlock.imo. Sherlock, t'écris ça comment? Comme Sherlock Holmes, mais sans le Holmes. Dans le Donc home. SHERLOCK.imo. Super. Bah, Bon, trop cool. merci à toi, Yann, en tout cas, parce que c'est toujours intéressant de t'écouter dans les vidéos. Moi, j'adore regarder Yann. Bah, merci beaucoup. Et puis, moi, j'adore aussi ne pas parler et puis poser des questions surtout. Et puis, Ah ouais, c'est de- ça. d'aller. J'ai beaucoup travaillé ces dernières années à fermer ma gueule, non, parce que ça, j'y arriverai jamais, mais à tourner mes phrases différemment, à faire en sorte que ça se termine par un point d'interrogation plutôt que ça se termine par un point d'exclamation. Ouais. Euh, Mais tu vois, on est deux passionnés du métier et ça ouais, s'entend toujours quand on parle. Ce sont les gens passionnés, rien qu'à les entendre parler, tu vois qu'ils sont passionnés par leur métier. Ça s'entend tout de suite. Quelqu'un qui n'est pas passionné, je te garantis, tu le vois immédiatement. Moi, ah quand ouais. je vois des conseillers ou des agents immobiliers qui ne sont pas passionnés par leur métier, je te garantis que déjà, tu ne fais pas envie aux clients, tu ne fais pas envie à tes collaborateurs. Et en général, ça ne se passe pas bien au final. Ouais, Ça mais finit mal. génial. Mais franchement, il y a une énergie qui se dégage au travers de l'écran, quoi. Ça déchire. Et ben tiens, prochain sujet. Euh, Ouais. Quand Quoi. je t'ai demandé, là, c'est quoi ton sujet numéro un? Tu m'as parlé comment faire des choses extraordinaires aux communs des mortels. Deuxième sujet préféré de Stéphane Bruce, c'est quoi? Deuxième sujet préféré. Ouais. Euh, Deuxième sujet. Alors, quoi, si on reste côté professionnel, Ouais, c'est d'innover. innover. Moi, j'aime bien innover. Ce métier, ça fait 20 ans que je le pratique. Je trouve qu'il a évolué sur certains sujets, mais on reste quand même assez classique dans la manière de communiquer, dans les services qu'on apporte aux clients, dans la digitalisation, tout ça. Donc, j'aime bien essayer d'innover. Donc, je suis toujours en train de me casser la tête pour essayer de trouver des trucs un peu sympas. Toi, je te donne un exemple. La Ouais. carte de visite de nos agents, c'est pas Mhm. une carte de visite papier. C'est une carte de Ok. visite dans une carte en bois, d'accord, dans laquelle il y a une puce NFC. Et toi, la puce NFC, c'est celle qui est sans contact quand tu payes là, avec ton Ouais. téléphone. Et bah, quand ils mettent ça sur le téléphone de leurs clients, bah, ça ouvre leur contact et la carte de visite de l'agent. Voilà, je trouve que ça change un peu de la carte de visite papier. On essaie toujours de trouver des trucs un peu qui sortent de l'ordinaire, parce que sinon je m'ennuie vite. Eh ben, tu sais quoi, la prochaine fois, on parle de ton processus créatif d'innovation. Ouais. Mets-toi sur ton plan, 3 à 5 idées, et tu repasses devant l'écran. En Mais, tout cas, mais merci.
tu sais que Sherlock, Sherlock, c'est parti un peu de ça, c'est-à-dire qu'on a pris toutes les étapes du métier, d'accord, toute la chaîne de production du métier, à toutes les étapes, et à chaque fois, on s'est dit comment on peut faire différent, comment on peut faire écologique, parce que c'est une des valeurs de Sherlock, donc faire plus écologique, mais aussi de le faire différent. Donc du coup, pendant un an, on a bossé sur tous les sujets, du panneau, en passant par la communication, en passant par les outils, tout. On a essayé de tout faire. On a essayé de prendre un peu pas le contre-pied, mais d'essayer de le faire un peu différemment. Voilà. Ok. Eh ben, tu t'arrêtes là pour aujourd'hui. Allez, je m'arrête. On en parle pour la prochaine fois. Comme ça donne un prochain rendez-vous. En tout cas, Stéphane, franchement, Merci merci à toi, beaucoup. Yann. Super contenu, super animation. J'ai kiffé, c'est cool. Moi aussi. Bonne À journée à bientôt, tous. Yann.